Bienvenue, mesdames, messieurs. La course à la présidentielle de 2021 sans Patrice Talon, ils sont nombreux, ses admirateurs et soutiens, à ne pas le concevoir. Au bout de 2 ans de gouvernance, des voix, pas des moindres, invitaient déjà l'actuel locataire du palais de la Marina à rempiler. Personnellement, je cite, « Je me battrai pour un second mandat du président Patrice Talon », aura martelé en 2018 Marie-Odile Atanasso, alors ministre de l'Enseignement supérieur. À quelques mois de la fin du quinquennat, des appels dans ce sens fusent de toutes parts. Des collectes de fonds sont même envisagées. Appel incessant à un second mandat de Patrice Talon. Un appel à raison ou pure hypocrisie. L'instant débat, mesdames, messieurs, c'est tout de suite. Et maintenant, déjà sur ce plateau, en notre compagnie, Antoine Adoukonou, acteur politique, il est membre du bloc républicain BR. Antoine Adoukonou, bonjour. Bonjour, monsieur Joël. Et merci de répondre à notre invitation. C'est moi. En face de vous, vis-à-vis que vous avez eu à croiser, ce me semble, il y a de cela 1 mois. Julien Kandé-Kamsou, c'est son nom. Pour être engagé, il est dramaturge analyste. Julien Kandé-Kamsou, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Et merci de répondre une fois encore à notre invitation. Merci, tout le plaisir parmi. Le plaisir reste partagé, chers invités. Moins de 10 mois, et Patrice Talon aura bouclé 5 ans de gouvernance au sommet de l'État. Doit-il revenir à ses premiers amours, les affaires, ou se positionner pour une reconquête du pouvoir? En attendant que l'homme se prononce personnellement, ses adeptes à un second mandat sont nombreux. En tout cas, c'est l'option qui semble de plus en plus partagée. Antoine Adoukonou, ceux qui sont pour cette option, on les compte de plus en plus du bout des doigts, sinon difficilement. Non, c'est que l'ordre normal des choses. Hein. L'ordre normal des choses. L'ordre normal des choses, parce que vous savez que le président Patrice Talon avait annoncé qu'il ferait un mandat unique une fois qu'il aurait accédé au pouvoir. Et les choses évoluant, on a dépassé légèrement cette étape puisqu'il a, compte d'un certain nombre de paramètres, il avait dit qu'il va aviser. Mais aviser, dans quel sens, personne ne le sait. C'est resté à sa discrétion jusqu'à ce jour. Mais je crois que, au regard de son bilan élogieux à la tête du pays, beaucoup de citoyens, hommes et femmes, vieux et sages, dont je fais partie, estiment qu'il serait normal qu'il avise dans le sens d'être candidat à sa propre succession pour qu'on n'arrête pas le mouvement. Ce bon mouvement qui ne fait que faire des bons pour le Bénin, vu les performances économiques jamais atteintes depuis l'indépendance par le Bénin, que nous engageons un peu partout, que ce soit au niveau du Fonds monétaire international, que ce soit au niveau de la Banque mondiale, des institutions de notation, etc., etc. Et au-delà aussi, de façon factuelle, tout ce que nous voyons dans le pays, comme développement d'infrastructures routières, l'asphaltage, etc., etc., on estime qu'avec tout ce bilan-là, il serait normal qu'un homme de rigueur, comme le président Patrice Talon, y reste pour pouvoir imprimer cette marque encore pour ne serait-ce que 5 ans, histoire d'avoir espoir que ceux qui n'ont pas encore pris le pli vont le faire pendant ces 5 ans qui vont suivre. Voilà, oui, des appels à un second mandat. Ils sont de plus en plus persistants, Julien Kandé-Kamsou, ces appels-là. Merci, monsieur le journaliste. Merci de la pertinence du sujet choisi. Je voudrais faire un exercice comme l'ancien président Thomas Boni-Yahi. Je le jure, rien que la vérité. Pourquoi ça? Oui, on n'avait pas besoin sur ce plateau. Oui, tout ce que je dirais aujourd'hui jusqu'à la fin, je dirais que de la vérité. Et avant les élections présidentielles de 2016, le président Talon, en tant que candidat, disait par tous ceux qui le croisaient en Europe qu'il fera un mandat.
Quand il est élu président en prêtant serment, il a dit qu'il fera un mandat. Quand il voulait faire la révision de la Constitution, il avait dit « je ferai un mandat ». Et ce qui a justifié même la coalition rupture, parce que ABT disait « moi je soutiens la candidature du président Talon parce qu'il a promis faire un mandat et il ne va pas prendre les dommages et intérêts quand il a gagné le procès au niveau de la CEDEAO. Donc, il fera un mandat bon nombre. Et Adjavon disait en ce temps, il va mettre la barre très haute en 2021 parce que c'était consensuel qu'il ferait un mandat. Et il a tout montré pour dire qu'il fera un mandat. Mais aujourd'hui, nous allons commencer par voir comme de l'hypocrisie où soit même on dit on avise, on dit aux jeunes qui n'ont pas trouvé à manger, ces jeunes qui n'ont pas trouvé à manger, parce que si moi je voulais vous montrer mon pantalon, vous allez voir comment j'ai mis la corde. Les jeunes qui n'ont pas trouvé à manger disent qu'ils vont se cotiser de l'argent pour pouvoir faire représenter, pour que le candidat Patrice Talon, le président Patrice Talon soit encore candidat. Or, on sait qu'il est un homme d'affaires de taille, il a géré le pouvoir exécutif. Il est en train de gérer le pouvoir exécutif pendant 4 ans, 5 ans bientôt. Donc, celui qui a plus de moyens, on dit aux autres de contribuer ceux qui n'ont pas eu les moyens. Et je voudrais que nous puissions faire des remarques sur beaucoup de points. Les gens vont dire qu'il y a une performance économique. Je le jure, rien que de la vérité. Le président Yagoun disait que les gens faisaient payer les institutions internationales pour qu'on puisse saboter notre port et que quand le PVI est tombé, tout a commencé par marcher, tout a commencé par changer. Donc, dans la même logique, les gens peuvent payer les institutions internationales pour qu'on puisse nous donner des chiffres pour dire ça marche. Parce que quand ça marche, ça se sent, ce n'est pas sur la toile. Quand tout marche à la maison, les enfants sont souriants, tout le monde va, et tout le monde, en tout cas, tout le monde est libre et tout le monde est à l'aise. Mais aujourd'hui, tout ce qu'on constate, à mon avis, rien. On va nous dire qu'il y a de l'asphaltage, nous ne sommes pas des aveugles, on voit. Mais à quel coût? Et quand vous voyez ça... Oui, à quel coût? Parce qu'on nous a promis la transparence du pouvoir. Mais à quel coût? Comment on fait ça? Moi, je ne sais pas, monsieur Aloukono, est-ce que vous savez comment ça coûte l'asphaltage pour le Bénin? En tout cas, moi, je ne sais pas. Et après ça, qu'est-ce qui se fait de façon transparente? Même les concours, on a constaté de concours frauduleux ici qui n'ont pas été sanctionnés. Vous parlez de quel concours, ça? Au niveau de la CNSS, je crois bien. Et puis après, on a repris, mais on n'a pas vu les sanctions, on a vu l'affaire d'ambulance qui coûte plus que les yeux de la tête. Et voilà, donc beaucoup de choses qui montrent que le président de la République, aujourd'hui, il doit se reposer, il doit aller faire autre chose que de continuer la politique. Et si nous revenons sur le plan politique, parce que sur tous les plans, moi, je ne donne pas 2 points au président suivant. Non, comme vous n'avez pas dit, sérieux, vous avez reconnu que quand même bon nombre de villes commencent par devenir bien belles. Vous avez parlé de ça tout à l'heure. À quel coût? Parce que chaque fin de mois, on a tendance à faire de l'emprunt avant de payer les fonctionnaires, avant de vivre dans le pays. Vous avez la preuve que les emprunts servent à payer les fonctionnaires? À quoi ça sert? Et chaque fin de mois, on fait des emprunts. Donc ce sont des choses qui montrent que nous ne sommes pas dans un État qui se dit nous sommes en train de passer de l'économie, nous sommes en train de venir au niveau de l'économie intermédiaire. Tout ceci, c'est juste la poudre aux yeux pour se donner de belles images. Donc quand nous prenons le volet politique... Attends, s'il vous plaît, vous avez dit tellement de choses, vous permettez, j'ai bien envie de recueillir l'avis de votre vis-à-vis, parce qu'effectivement, ça ressemble un peu à un exercice bilan. Donc, monsieur Antoine Aloukono, votre vis-à-vis pense que oui, bon... les villes deviennent belles, asphaltage, il reconnaît, mais lui pense que ce qui pourrait être prioritaire, c'est qu'on nous dise à quel coût tout ceci s'évalue pour pouvoir apprécier la pertinence de ce qui se fait. À quoi servent les empreintes, ajoute-t-il. Vous voulez réagir avant qu'on évolue? Oui, je ne peux ne pas réagir. Okay. Je suis un homme politique et démocrate et j'ai toujours dit que même si je ne suis pas d'accord avec vous, je me battrai pour que vous ayez toujours le droit de dire ce que vous voulez. Okay. Donc, Monsieur Kandé, vous êtes rassuré, vous aurez le droit de dire tout ce que vous voulez. Je vous concède que vous avez le droit de dire tout ce que vous voulez, même si je ne suis pas d'accord. Okay. Et c'est comme ça que la démocratie peut marcher. Tout à fait. Toutefois, je vais quand même apporter quelques clarifications par rapport à certaines choses que j'ai notées. Bon, ce qui a retenu d'abord, premièrement, mon attention, c'est... il a dit quelque chose de très grave. Et que des gens répètent aussi sous une autre forme par rapport aux agrégats macroéconomiques
qui sont données par rapport au Bénin, les performances que la Banque mondiale annonce, tout ça là, pour dire que on peut financer ces institutions pour pouvoir truffer les chiffres. Je dois le rassurer qu'en tant qu'économiste, que cela n'est pas possible. Si quelqu'un vous le dit, il faut dire que c'est faux. Parce que c'est vrai, ces chiffres qu'on annonce sont des chiffres qui ne sont pas interprétables par quelqu'un qui n'est pas initié. Et c'est la chose des économistes, beaucoup plus même des macroéconomistes qui exercent la comptabilité nationale. Et donc c'est normal que quand les gens réagissent comme ça, moi ça ne me dit rien, mais c'est que je veux, quand on fait un effort d'explication, il faut que les gens comprennent. Je ne veux pas rentrer dans des aspects techniques, parce qu'on n'est pas à l'université ici. Tout à fait. Mais ce que je peux dire pour orienter les uns les autres, premièrement, quand on annonce ces chiffres, qu'est-ce qui suit? Ce qui suit, c'est que c'est le classement des pays qui suit. Et après le classement des pays, ce classement permet de prendre la décision. D'accord? Si bien que si un pays est premier et qu'on veut prendre une décision au niveau international pour dire de choisir les 5 premiers, c'est que le 6e ne partira pas. À partir de ce moment, je ne vois aucun pays croiser les bras pour laisser son second truffer les chiffres pour se retrouver en dessus de lui. Donc M. Kandé, ça n'est pas des chiffres truffés. C'est un système comptable normalisé, institué par les Nations Unies, qui permet d'établir les comptes nationaux. D'accord? C'est tout le monde entier utilise cela, ou bien peut-être les gens s'inspirent de ça, comme l'a fait. On va évoluer sur d'autres points. Oui, donc, votre vis-à-vis parle de la question. Vous devez comprendre qu'il n'y a pas question de truffer les chiffres. Ça, c'est vous avez apporté beaucoup de clarifications sur ce sujet. D'autres aspects évoqués par votre vis-à-vis. Oui, bon, je sais qu'on va en vérifier, puisque les gens disent que on dit que les revenus ont augmenté, mais que les gens ont faim, les gens ceci. Si il va dans ce sens, je vais lui démontrer encore ce que ça signifie. Les autres aspects ne vous intéressent pas pour l'instant. On peut lui adresser la parole. La question de la transparence évoque-t-il avec la rupture, on devrait la voir, mais pour lui, c'est que la transparence. Il a pour dire qu'il n'y a pas la transparence parce qu'il faut parler sur des données réelles. Il dit qu'il n'a pas les chiffres, il demande si vous avez les chiffres. Non, moi je ne les ai pas aussi. Il parle du coût de l'asphaltage. Moi je n'ai pas les données techniques à mon niveau, mais je sais qu'aujourd'hui nous avons un code des marchés publics qui retrace les procédures de passation des marchés publics, et en la matière, qui que ce soit n'est libre d'outrepasser. Et ces tests-là, dans le cas contraire, s'il a les preuves, il peut écrire, il peut saisir la justice. Alors, monsieur Kandé, est-ce que c'est suffisant pour dire, eh bien, non, ce n'est pas la peine de demander au chef de l'État de remplir, parce que vous sortez le mot, le chef doit pouvoir se reposer. Oui. Est-ce que ça fait responsable ce que vous dites là? Je continue. Vous voyez mon vis-à-vis en tant que quelqu'un qui soit moulé dans le système parce qu'il est BR, n'est pas capable de nous donner les chiffres. Donc vous voyez que sur le plan de la transparence, ils viennent de donner les faillites. Je ne veux pas affirmer que le président doit se reposer sans démontrer. Beaucoup de choses se sont passées dans ce pays de façon précipitée et qui montrent que l'homme ne maîtrise que les affaires en politique. Excusez-moi le thème, il doit aller se reposer ou il doit aller faire les cours. Et quand je parle de chiffres, il dit c'est très grave ce que je dis. J'ai cité les propos du président Yahya Bouni quand il était en exercice, ou quand il a appelé les jeunes pour pouvoir leur expliquer comment le PVI est tombé, comment les gens finançaient les institutions crédibles internationales pour pouvoir dire. En tout cas, donc, les propos, c'est vrai, vous citez un ancien président, mais ces propos ne sont pas paroles d'évangile non plus. Je reviens sur l'essentiel qui est de la politique que nous faisons. On a dit, nous allons faire le système partisan, nous allons assainir le milieu politique.
Et dans ce pays, on a tué des compatriotes parce que les gens n'ont pas respecté les tests. Les gens n'ont pas eu le certificat de conformité, ne pourront pas participer aux élections. Et puis on a dit la loi, c'est la loi. On a réuni les présidents des institutions. Ils ont dit il faut aller sans tourner dos à la loi. Et l'obéissance à la loi qu'on s'est prescrite des libertés. Jean Rousseau l'a dit, je suis d'accord. Mais récemment, en 2020, puisqu'il s'agit de délire les maires et on n'arrive pas à les contenir, on a fait notre débat avant ça, on a essayé de toucher à nouveau le code électoral pour pouvoir permettre l'élection des maires. Pourquoi en 2019, on n'avait pas touché au code électoral ou la loi fondamentale pour permettre aux partis de l'opposition de participer aux élections? Donc sur ce champ, je pense que le président a montré qu'il n'a fait que narguer les autres en disant s'il était à votre place, il va pouvoir compétir. Mais il est à leur place aujourd'hui parce que ça dépend de ça. Il s'agit de désigner les maires et il est incapable de le faire et il a touché à la loi avant de pouvoir le faire. Si je pense, je dis, l'homme doit aller se reposer. Nous évoluons un peu. Aujourd'hui, moi, je constate dans la commune de Savalou, d'où je viens, que le député Bière est de Mokpa, le maire est de Mokpa. Donc, dans les 14 arrondissements de la commune de Savalou, il n'y a que de ça, la Mokpa qui est le compétent pour pouvoir représenter la commune en tant que maire. Or, il y a jusqu'à 14 arrondissements et 11 élus. Mais la localité que vous avez citée, certes, c'est votre localité, mais pour ce que j'en sais, ça a été au moins une élection. Ce n'est pas une élection, les maires. Il y a deux maires que nous avons. Il y a les maires élus et les maires désignés. Tout à fait, c'est deux faits. Mais quand on prend la spécificité de la localité que vous évoquez, on peut dire que ça fait une exception. Ça ne fait pas une exception parce que ça participe simplement au clientélisme. Quand vous avez quelqu'un sur le pommier, vous n'avez plus droit à manger de la pomme verte. Parce que ça, ce n'est plus l'élection, ce n'est plus la tractation de voix qui peut nous représenter, mais il fallait désigner. Et voilà, je vous fais une confidence. On prend le député qui est le porte-parole du parti, là, et on fait en tout cas, je ne vais pas dire ça à la télé, voilà. Il est obligé de le faire, même s'il n'est pas d'accord. On dit c'est notre chance, c'est notre moment, nous devons jouir pleinement de ça. Et puis, le député me le dit, moi-même, m'a confié, que c'est la chance que nous avons aujourd'hui. Est-ce qu'il ne s'agit pas là de petits détails qui ne relèvent pas forcément de la vision de l'autorité? Ce sont des... Mais qui conduit aujourd'hui tout ce qui s'est passé sous Yahi Boni où les gens décriaient, nous voulons le nouveau départ, tout le monde sauf le blanc. Est-ce que c'est Yahi Boni qui a tout fait? Il y a des gens qui sont avec le chef, que le chef doit pouvoir distinguer ou déterminer ceux qui ne sont pas capables de faire le travail, mais ceux qui ne sont pas bons, pour pouvoir les isoler, parce que c'est lui le comptable de la gestion. On ne parle pas des autres aujourd'hui, même si on peut les citer, mais c'est lui le comptable, c'est lui qu'on voit s'il peut nous représenter à nouveau ou il peut ne pas nous représenter. Aujourd'hui, nous avons constaté avec amertume, même dans le système éducatif. On va dire, on est en train de faire la spirale. Bon, vous permettez qu'on y aille graduellement. Et je n'ai pas trop aimé votre saut là, vous avez quitté le chantier des infrastructures pour aller vers la politique. Je me permettrai à votre vis-à-vis de réagir d'abord, parce que je trouve quand même que dans le domaine des infrastructures, il y a quand même de la matière. Je ne sais pas si vous l'avez fait exprès. Politiquement, votre vis-à-vis évoque un certain nombre d'aspects. Pour équilibrer le débat, je voudrais votre réaction avant qu'on aille vers d'autres paliers. Merci beaucoup de vouloir équilibrer, effectivement. C'est important. Allez-y. D'abord... Bon, je dois lui dire parce qu'en parlant de non-transparence, il a dit que malgré que je sois membre du Bloc républicain, donc proche du pouvoir, que je n'ai pas les chiffres. Et pour lui, c'est un facteur d'échec. Non, ce n'est pas un facteur d'échec. Je vais lui dire que moi, je ne me suis pas intéressé à comprendre les coûts. Parce que... Pourquoi? C'est important, non? Non, je vais dire que lui, s'il veut le faire, il y a un portail qui est ouvert, le SIGMAP, le système intégré de gestion des marchés publics, qui est ouvert à tous les Béninois. Tu peux aller sur ce portail et tu vas voir le coût de tous les marchés qui sont passés au Bénin ici. L'asphaltage, tout ce que tu vois dans le pays, il y a un portail qui est ouvert pour ça. Si tu es intéressé, tu vas sur le SIGMAP et tu as tous les coûts de tous les marchés du pays. Moi, je ne me suis pas intéressé, c'est pourquoi je ne l'ai pas fait. Il parle des propos de Yahi. Bon, moi, je n'ai pas fait CBE, je n'ai pas fait trop attention aux propos de Yahi. Mais ce serait très dommage si cela s'avérait vrai que Yahi, qui est un économiste, qui a géré des institutions bancaires sous-régionales, puisse dire qu'on peut corrompre les institutions de Bretton Woods, les agents de notation pour trouver les chiffres. Je vous dis que c'est faux, et je mets au défi cet économiste qui va le dire. C'est pas possible. Peut-être les chiffres, dans leur contenu, dans leur détail, par rapport à la vie sociale, on peut faire le débat.
C'est pas pour rien que le PNUD n'utilise pas, a laissé d'utiliser la croissance économique pour aller à l'indice de développement humain, pour apprécier en fait ce que les gens vivent. Parce que la croissance économique n'est pas égale au développement. La croissance économique est un facteur de développement. Ceci dit, votre vis-à-vis est allé vers des questions de gestion politique. J'en viens. Donc, il y a le temps pour que vous ne disiez pas que vous êtes surpris. Allez-y, voilà. oui. Maintenant, il est allé sur la désignation des maires pour... je crois que... Pour lui, c'est un facteur d'échec. C'est les mots qu'il a liés. C'est une mauvaise compréhension de la loi, de sa part et de la part de tous ceux qui disent que on est allé voter. Il ne parle pas que de la loi, il parle de l'attitude du politique. Non. Pour lui, on devrait laisser le jeu se faire, que d'intervenir. Il a fait un arrêt. Il remonte en 2019. Non, pourquoi on ne peut pas laisser le jeu se faire? Parce que ce qu'on a observé, le comportement de certains conseillers communaux ne reflétait pas la vision, l'esprit de l'article 189 ancien de la loi. Alors, ce qui s'est fait doit-il être assimilé à un échec ou pas? Non, parlant d'échec, non, échec du point de vue de ces conseillers qui ont montré qu'ils n'ont pas la cohésion en leur sein, mais une victoire du fait que le législateur a pris ses responsabilités pour aller interpréter la loi, pour faire porter la vision, la logique qu'on a inscrite dans l'article 189. Parce que dans l'article 189, c'est une désignation aussi, qui ne dit pas son nom, parce que l'élection dont on parle était un enjoliveur. Puisque l'article 189 est clair que le candidat aux fonctions de maire et d'agent au maire est présenté par le parti ayant la majorité absolue. Ça veut dire quoi? Dans les conseils où nous avons une majorité absolue, il ne peut jamais avoir deux candidats. Alors, la question du clientélisme... S'il ne peut jamais avoir deux candidats, conformément à l'ancienne loi, entre la désignation et l'élection, là, c'est la même chose. L'élection n'était qu'un enjoliveur. Donc, ce qui s'est passé, ce n'était que justice. Ce n'est que justice pour faire accepter le principe que celui qui a la majorité au sein de la commune gouverne. Parce que dans le jeu que les gens ont commencé à faire là, si on ne le fait pas vite, qu'est-ce qui va se passer? On aura un maire qui va provenir de la majorité absolue, mais que tous les arrondissements seront dirigés par la minorité. Parce qu'en fait, politiquement, parce qu'il faut vivre, tout le monde est dedans. C'est la minorité qui suscite des gens au sein de la majorité pour pouvoir ne pas accepter que le candidat qui est réellement désigné ait la majorité absolue. Et en faisant le tour, le parti sera obligé de changer l'intéressé. On évolue. La question du clientélisme évoquée par votre vis-à-vis. La question du clientélisme, je n'ai pas fait attention au clientélisme. Oui, il était au niveau de sa commune, il dit c'est un exemple parmi tant d'autres. Un maire venant d'une localité et parrainé et conduit ou épaulé par un autre, alors qu'il y avait toute une palette de choix à opérer. Si je ne trahis pas votre idée. Je crois que c'est des choses qui ne manquent pas en politique. Okay. Nous sommes des humains. On ne peut pas dire aujourd'hui que on veut donner des formules pour que les hommes réagissent comme des robots. C'est pas possible. Alors vous, qu'est-ce qui fait votre fierté? Je reviens sur le plan des infrastructures, parce que il faut, vous l'avez martelé, oui, si l'homme même ne se décide pas, le chef de l'État, je dis, il vaut mieux le motiver à aller à la conquête du pouvoir nouveau. Quels sont les éléments, si on revient au niveau infrastructurel peut-être, mais à vous de choisir, mais je le dis comme ça, qu'est-ce qui motive une telle option de votre part? Vous, oui, ce qui motive l'option de ma part, c'est d'abord l'homme lui-même. Parce qu'en fait, il n'y a de richesse que des hommes. Vous trouvez que c'est une valeur, l'homme même debout. C'est ça. C'est ça d'abord. Pourquoi je le dis? Vous savez, aujourd'hui, si vous voyez tout ce qui se fait en termes d'assainissement des finances publiques, en termes de rigueur dans la gestion, au point où le Bénin a été classé premier ou deuxième en Afrique, en termes de bonne gouvernance, de rigueur dans la gouvernance, d'accord, par des institutions internationales. Mais cela n'est pas possible si le premier Béninois, que dis-je, le premier homme politique du pays n'est pas dans cette vision. Vous avez vu que depuis que nous disons qu'il faut réformer le système partisan, mais personne n'est arrivé à le faire parce que les présidents que nous avons ne sont jamais restés dans cette dynamique parce qu'en fait, ça dessert les gens. Ce que Talon est en train de faire aujourd'hui,
c'est que Talon même est en train de créer des forces qui peuvent se rebeller contre lui. Parce qu'il regroupe les gens. Si aujourd'hui, le BR et l'UP disent « je ne vais pas parrainer le président Patrice Talon », est-ce qu'il pourra encore être candidat? Vous êtes sérieux là? Non, j'ai émis une hypothèse. C'est une hypothèse. Mais vous pensez que c'est une hypothèse plausible, sérieusement? Non, ce que je dis, en assainissant le milieu politique, et qu'on parle de 300 partis politiques aujourd'hui à ce que nous avons là, en consolidant les gens, c'est que ils sont avec vous, vous êtes bon. Mais là où ils vont se retrouver contre vous aussi, c'est pas facile. Donc, c'est dans cet esprit-là, les présidents qui ont passé, j'ai compris qu'ils ont préféré que les gens soient divisés pour qu'ils aient toujours la main à les retenir. Alors, celui-ci, il a fait le contraire. Parce qu'il a pensé à l'avenir du pays. Il n'a pas vu seulement sa personne. Vous voyez. Et c'est comme ça dans bon nombre. Aujourd'hui, vous allez voir que la rigueur qui est implémentée aux gens est sans couleur. Sans couleur. C'est qu'on met le système et que vous soyez de l'opposition ou de la mouvance, ben, vous rentrez dans le canevas et vous suivez. Parce qu'on veut un résultat. Et ce n'est pas pour rien qu'on a ces performances-là, je le répète, qui sont des performances justes, qui proviennent de chiffres très fiables. Merci Antoine Aloukonou. Oui, Monsieur Kandé, Patrice Talon, vous permettez le même exercice dans la même démarche. Patrice Talon, un homme suffisamment charismatique, pour paraphraser votre vis-à-vis. Rien que le charisme suffit pour que l'on lui fasse à nouveau confiance pour ne pas essuyer un autre échec. Je pense qu'il est dans son rôle de membre du BR soutenant les actions du chef de l'État. Mais ce que le peuple dit, il faut descendre pour savoir ce qui est de la réalité. Alors, Patrice Talon, pas suffisamment charismatique? L'homme, il est bon dans les affaires. Et comme le dit le président Soglo, qu'il aille faire ses affaires. Mais en politique, il est à terre. Je vais vous démontrer quelque chose. On vient de dire tout à l'heure, il dit si BRUP, ses députés ou ses maires refusent de le parrainer, est-ce qu'il sera président de la République? Les maires et les députés sont certes des élus du peuple, mais ne sont pas suffisamment aguerris, outillés pour pouvoir imposer le choix d'un candidat X ou Y au peuple. Parce que la souveraineté de l'État vient du peuple. Et la démocratie, c'est la loi, la loi du peuple pour le peuple. Alors si on empêche les gens, vous avez de l'argent ou bien vous avez une bonne vision, on sait qu'en face du président Patrice Talon, vous allez remporter le pouvoir, mais puisque BR ou UP n'a pas parrainé votre candidature, vous ne serez pas éligible. Donc vous êtes déjà exclu du processus avant de savoir si vous êtes capable de faire telle ou telle chose pour le pays. Donc cela montre qu'on n'est pas en train de régler un problème, mais on crée des problèmes. Et ça frustre, ça donne des tensions. Ce qu'on a vu en Côte d'Ivoire, on a parlé de ivoiriété, il faut être ivoirien d'abord, avant, et puis de tel père, de telle mère. C'est ces conditions qu'on est en train de préparer pour d'éventuelles explosions. Parce que quand il n'y a pas de béninoiserie au Bénin, en tout cas. Ce sont des conditions. Chaque État trouve ses manières d'exclure les gens. Et quand j'ai fait un article sur Joël Aïvo où je dis, excusez-moi, présidentielle de 2021, la rêverie ou l'incantation de Joël Aïvo, où j'ai démontré que tel que les choses se font, il ne pourra pas avoir le parrainage parce qu'on est capable avec les gens qui sont devant nous, qui vont peut-être à la veille du parrainage, vont changer les lois ou chercher d'ordonnance pour dire... Parce que vous ne leur prêtez pas d'intention. Mais on a vu l'homme faire au niveau de l'autre là, et comme on appelle les élections passées, communales passées, ou au cours des élections, vous aviez expliqué. On a changé des lois, et on pourra dire simplement que la discipline du groupe exige que quelqu'un qui soit de l'opposition ne soit pas parrainé par un candidat de l'opposition si le groupe n'a pas décidé. Vous avez raison d'opiner comme vous le faites, mais vous avez suivi récemment la sortie du ministre porte-parole du gouvernement qui a rassuré les jeux seront ouverts. Non, on a vu plus que ça. Ce monsieur, on a vu plus que ça. Qu'est-ce qui fait rire? Je ne vais pas faire de débat à ce sujet, mais on a vu plus que ça. L'avocat de Sébastien Diavon dans le gouvernement aujourd'hui, on a vu qui il a été et qui il est aujourd'hui. Donc on ne peut pas faire ce débat-là, on ne peut que rassurer des gens. Mais on a rassuré plus que ça avant les élections législatives, même au cours des jeux, on a changé les lois du jeu. Donc dès qu'on voit, parce que j'ai expliqué, dès qu'on va voir que si on dit, on permet à Joël d'être candidat, Joël deviendra président, et pourquoi on a fait tous ces jeux d'exclusion?
télévision, on a tiré sur des gens, on a le cœur pendant à la CPI et remettre le pouvoir assez facilement. Donc les gens pourront dire, nous ne sommes pas d'accord, donc on va organiser une élection. Mais ce qui me fait rire, me fait sourire est que le président Talon a beau tout faire, mais il fera un mandat. J'ai discuté avec le présidentiable Joël Aïvo qui me disait, la parole est sacrée. Tout ce que vous dites, même de vous-même, ce n'est pas quelqu'un qui vous dit sur vous, et vous répétez pendant un nombre de fois, ça a une énergie. Si ça atteint jusqu'à 9 fois, c'est fini. Ça a une énergie, ça doit s'accomplir en vous. Voilà, nous sommes en 2021. On a suscité cette candidature. On peut dire, bon, pour les primes de toutes les chaînes de télévision, on supprime ça pour pouvoir payer les 50 millions à Patrice Talon parce qu'il sera candidat. Mais on n'aura pas un candidat unique. À moins qu'on veuille faire les choses comme les élections passées de mai de 2019, où on va commencer par faire du désordre dans le pays, où on va vouloir réprimander, et puis la mort va s'accumuler, et la CPI va tendre davantage la main. Alors il ne sera pas candidat unique. Quand il ne sera pas candidat unique, quand il a organisé ces élections exclusives, il y avait 4% où on a... Quand il dit 27% à la fin. Bon, ça, c'est vous qui dites ça. Oui. Donc, les 27% ne pourront pas élire un président de la République. Ne confondons pas les élections passées aux élections législatives. Parce que les élections passées, justement, il s'agissait d'une élection de proximité. Et à part de proximité, il y a un jeu de semblant avec FCBE, PRD et UDBN qui ont permis, ces jeux ont permis d'avoir un peu plus de taux. Donc, les 27% ne pourront pas élire un président de la République. Donc, ils sautent, ils tombent. Il pleut ou il neige, il fera un mandat. Et si quelqu'un aime le roi, il faut aller lui dire d'aller se reposer, de chercher le consensus pour faire retourner les exilés politiques, de reconstruire la classe politique telle qu'elle est avant de partir. Sinon, les gens vont vouloir venir au Bénin et les gens vont dire votre passeport n'est pas annulé, mais ils vont refuser de venir parce qu'ils auraient pu faire beaucoup de choses qui les attendent. Écoutez, il reste moins de 10 mois. Le chef de l'État... pour l'heure, très concentré sur les travaux de la nation. Vous l'appelez plutôt à aller sur un chantier de réconciliation. Vous pensez que l'heure doit être à cela? Le Bénin est divisé. Le Bénin est fragmenté. Le Bénin est désacralisé, profané. Tout ce qu'on peut avoir comme adjectif qualificatif dans le sens négatif est arrivé au Bénin. Quand vous irez un peu au-delà de Savalou pour entrer vers le nord, c'est un autre Bénin, ça. Mais quand vous venez un peu vers le centre, vers Abomey, c'est un autre Bénin. Et vers le sud, ici à Cotonou, un peu partout dans le sud, ici, c'est un autre Bénin. Il faut travailler à cela pour que les gens puissent se réconcilier. Imaginez un instant qu'on n'a pas fait des élections à Tchaouroui et vous êtes député. Comment on va justifier ça? Les lieux où on a empêché carrément les élections et les gens sont députés et ils représentent une nation et ceux-là vont empêcher quelqu'un de devenir candidat parce que la personne n'a pas reçu leur parrainage. Mais entre nous, les gens vont dire nous sommes à l'Assemblée grâce à quelqu'un et non parce que le peuple nous aime, le peuple nous a choisis. Donc le Bénin est fragmenté. Quand quelqu'un a payé tout ce qu'il doit au fisc, à l'impôt, et pour mine de rien, on l'empêche d'aller aux élections. Moi, je dis, on l'empêche. La preuve est que quand on a voulu élire les maires ou désigner les maires, on a trouvé la solution. Et voilà, la personne, écoutez, monsieur le journaliste, la personne vit dans un milieu. La personne est l'espoir d'un peuple, d'une communauté. Des gens sont dans la neige. Le président de la République, Patrice Talon, en tant qu'individu, en tant qu'homme d'affaires, a su, bien qu'il ait la nationalité française, a voulu venir au pays partout, même demander pardon pour venir au pays. Donc vivre la neige, vivre dans un monde où on ne connaît personne et tout le monde est blanc, tout le monde. Et puis c'est rare que tu vois un noir qui peut-être de l'Afghanistan, comment dire, de Mali, tu dis bon c'est un frère parce qu'il est noir, et que vous êtes contrarié des Béninois, des frères. Et vous savez que ceux-là ont nourri des ambitions et sont des portes de sortie. Les Sébastien Adjavon, ceux-là qui ont fait les... Excusez-moi, le journaliste, une minute de plus. Bon, pas plus alors, pas plus. Les Sébastien Adjavon qui ont financé la campagne du président Talon. Qu'est-ce que vous en savez? Oui, quand on dit la coalition en rupture et M. Sébastien Adjavon disait que le chaos a changé de camp. Écoutez, monsieur, l'autre là, comment on appelle son nom, et monsieur Bertin Korovi qui disait
qu'il a sorti l'argent de la volaille. Et on a fait campagne avec ça au second tour parce que M. Patrice Talon n'avait pas suffisamment d'argent. Ses comptes étaient au rouge en ce temps-là. Mais ce monsieur-là est contraire à les îles. Les chaînes de télévision sont fermées. Les journalistes, ceux que j'aime et que je les écoute avec plaisir, ceux-là sont fermés parce qu'ils n'ont plus, ils n'ont pas la possibilité d'exercer leur métier et ils sont à la maison avec leur famille. Et vous demandez qu'on parle de repositionner encore le même candidat. Ceux qui sont en train de créer les chaînes en ligne, il faut, avant d'écouter une chaîne en ligne, il faut avoir le temps suffisamment, il faut avoir de mots avant de cliquer sur le lien pour pouvoir écouter. Mais ceux qui comptent gré et vent, on dit, nous avons travaillé, nous avons appris ce métier, nous ne pouvons pas laisser ça. Et on parle de régulation des choses. Certes, il faut réguler, mais pas dans ce cadre de vouloir fragmenter, chasser les gens du pays. Donc, avec tout ce que je vois comme conclusion, j'ai écrit un texte intitulé « La gentille, on a fait ». En ce temps-là, on parlait de performance du Bénin. On veut faire encore d'emprunt à la fin du mois. J'ai écrit une fois dans laquelle je dis « La gentille, on a fait. Nous avons un terre. C'est le champ de nos papas. Tout le monde a travaillé. Vous avez travaillé dans le champ, vous avez travaillé dans le champ. À la fin, vous êtes quelqu'un le comptable. La personne dit « Oh, on a fait une bonne récolte, on a vendu tout. » Mais les enfants de cette maison qui ont travaillé dans ce champ-là sont affamés. Enfin, et on ne pense pas à la redistribution de ce bien. En fin de compte, avant de payer une nouvelle semence, on dit nous irons faire prêt. Avant de payer une semence et que nous allons payer. Ou nos enfants qui vont travailler dans ce champ-là vont payer à intérêt. Et nous voulons conduire encore ce monsieur à un autre mandat. Soyons sérieux. S'il vous plaît, vous avez développé tellement d'idées. Je prends celle sur laquelle vous vous êtes beaucoup attardé. Monsieur Antoine Aloukoulou, pensez-vous que, comme vis-à-vis, que Patrice Talon a échoué à réconcilier les Béninois, qu'avec lui, les Béninois sont plus que jamais divisés? C'est votre regard? Non, avant d'en arriver là, oui. Je crois bien que vous allez me laisser aussi... Non, il n'y a pas de problème, on s'est déjà entendu. Allez-y. C'est ça qui est la dernière question que je vais répondre. Ok. Je vais répondre... C'est la dernière question. Oui, bon, commencez par ce qui vous paraît essentiel. Voilà. Bon... Il a dit beaucoup de choses. Ah, c'est pas qu'il voulait vous aider. Moi, je vous choisis les angles. Bon, je voudrais lui dire que... Oui. Parce qu'en voulant parler du parrainage, il est allé vers la souveraineté du peuple. Je voudrais lui dire que de relire la Constitution, nous sommes dans une démocratie représentative. Et l'article 3 de la Constitution précise que le peuple est souverain, mais que cette souveraineté est exercée à travers... est exercée par les élus et par voie de référendum. Donc, si les élus font quelque chose à l'Assemblée nationale, ça sous-entend que c'est le peuple qui est en train de faire. Et c'est comme ça se passe dans le monde entier. La question du parrainage, je voudrais, vraiment, on n'a pas assez de temps, mais ce que je note souvent, c'est que nous faisons une confusion entre le principe du parrainage et sa mise en œuvre. Le principe, c'est que la classe politique, à l'unanimité, a accepté qu'il faut rendre les partis forts. Tout le monde l'a fait. Les rapports existent. Les opposants, tout le monde y a posé sa signature. Il faut rendre les partis forts. Mais rendre les partis forts sans que les partis ne puissent hisser au pouvoir un président depuis 1990, ça laisse à réfléchir. Et on dit, bon, pour corriger le tir, qu'est-ce qu'il faut faire? Désormais, il faut mettre des mécanismes pour que le président de la République passe nécessairement par les filtres d'un parti politique. Donc le principe, il est établi. Il est établi et pourquoi on l'a fait? Parce que si quelqu'un qui n'est pas d'un parti politique vient au pouvoir, c'est que les partis existants sont disloqués et une nouvelle partition est reconstituée en sa faveur. Et ce n'est pas pour rien que vous avez les mêmes personnes qui sont RBI, FCBE, BBF, etc. C'est toujours les mêmes personnes, mais compte tenu du président qui est là, qui est sans parti, il crée sa coalition. Et ça effrite les partis politiques. On a dit, bon, pour ne pas en arriver là, comme on veut rendre les partis politiques, on permet qu'il passe par les partis politiques pour venir. Et par là, quand il est là, il a déjà son parti et tout ira au mieux. Ça, c'est le principe. Donc, personne ne peut dire que ça, là, c'est mauvais. Maintenant, il faut mettre en œuvre. Pour mettre en œuvre, c'est toujours le législateur qui va le faire. Et les députés qui sont là, qui sont avant tout des hommes politiques, c'est ce que nous oublions, qui sont avant tout des hommes politiques, ont estimé que il faut que le président ait au moins 16 parrains, députés ou maires. Ça, c'est la mise en œuvre.
Ça, c'est le code électoral. Là-dessus, bon, s'il y a des formules à trouver pour améliorer, je ne suis pas contre. Mais je dis le principe là. Il ne faut pas dire que le parrainage est mauvais. Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas trouvé de parrain. Le vrai problème, c'est ça. Si tout le monde, ceux qui veulent, les opposants veulent, on dit à leur parrain, ils ne diront pas que le parrainage est mauvais. C'est parce qu'on n'a pas de parrain qu'on est en train de dire que le parrainage est mauvais. Alors, si vous ne quittez pas le parrainage, il nous reste en ensemble 7 minutes. Vous l'avez laissé, il a fait... Voilà. Donc, ça veut dire quoi? Donc, le parrainage n'est pas mauvais en soi. C'est les conditions dans lesquelles on veut mettre en œuvre le parrainage où l'opposition n'a pas 16 maires ou députés qui fait peur. Encore moins que les députés sont libres de parrainer qui ils veulent puisque leur mandat n'est pas impératif. Mais, comme l'a dit le président de l'Assemblée nationale, que je répète, la cohésion du groupe aura toujours sa force sur les uns et les autres. Toutefois, on ne peut pas oublier le pays, parce que nous ne pouvons pas avoir un candidat unique. Ce n'est pas possible. D'accord? Donc, ils trouveront une formule. Les députés et les maires trouveront une formule pour que nous ayons quand même, le jeu soit ouvert, comme le ministre de l'Information l'a dit. Et j'en terminerai en disant que l'opposition que nous avons là, c'est cette opposition même qui n'est pas consolidée et qui n'est même pas dans la même vision. Parce que, à ma foi, l'Assemblée nationale a joué son rôle. Pourquoi? Parce que, en voulant écrire le code électoral, si tant est que ces députés de la 8e législature qu'on qualifie de tous les noms n'avaient aucun souci que le jeu soit ouvert, ils pouvaient rester dans le cadre restreint que les parrains doivent provenir seulement de l'Assemblée. Vous ne voulez pas évoquer les autres aspects? Je trouve que vous avez suffisamment développé le parrainage. J'en viens. Okay. Ils pouvaient rester dans le cadre restreint de l'Assemblée nationale. On ne pouvait rien, on ne peut rien faire, puisqu'ils exercent le pouvoir législatif. Ils pouvaient dire que seulement c'est les députés. Mais ils sont conscients que le contexte dans lequel intervient ce parrainage, il n'y a pas de députés de l'opposition. Et comme les communales et les municipales sont en vue, ils ont ouvert le jeu. Mais voilà que cette opposition n'est pas arrivée à attraper la balle au bon pour pouvoir se rattraper au communal. Certains ont eu leur récépissé, ils ont refusé d'aller aux élections. Le président Yahya Boni a dit qu'il a quitté le jeu de FCB, et puis l'USL ne s'est pas fait enregistrer, mais toute une cacophonie en leur sein, alors que ils savent que la seule chance qui reste pour eux pour être parrainés, c'est les maires. Et ils sont encore restés divisés. Et aujourd'hui, on veut s'en prendre maintenant aux députés qui ont ouvert le jeu jusqu'à ce seuil-là. Donc, voilà ce que moi je peux dire sur le parrainage. Et il dit qu'on peut changer les lois sur le parrainage. Je ne crois pas que c'est pas la même chose. Hein. Ici, il y a une clarté du test. Le test est clair. Que les députés parrainent. Avant, il n'y avait pas éclaté. Non, avant, il n'y avait pas de clarté. C'est les mêmes députés qui avaient voté non, le test. Au niveau de non, je parle au niveau des communales. Les tests n'étaient pas suffisamment clairs. Monsieur Antoine Aloukonou et monsieur Julien, moi, je crois que vous êtes obligés de conclure. Non, vraiment, le temps est parti. Vous l'avez laissé. Vous savez, non. Vous avez chronométré. Vous avez fait plus de temps que lui. Exprès, je vous ai laissé parler. Vous avez plus de temps que lui et vous avez développé tout le temps le parrainage. Il a dit des choses sur lesquelles vous pouvez rebondir. Oui, monsieur Antoine Aloukonou, vous concluez en disant. Il a parlé qu'il n'y a pas eu élection à Tchaourou. Est-ce que la Sénat avait déployé le dispositif électoral à Tchaourou? Donc, personne n'a pensé quelqu'un à Tchaourou dans les élections. Donc, non, mais vraiment, ma conclusion, c'est que je souhaiterais que, au-delà des critiques, qui sont des critiques normales dans une démocratie, il faut voir aussi le développement. Merci, monsieur Antoine Aloukonou. Monsieur Julien, je suis au regret, chers invités, si vous voulez. On reviendra sur le plateau pour notre numéro. Ici, le temps nous presse. À raison, je vous laisse laisser parler. Au-delà même, vous pouvez chronométrer voir. C'est bien dommage que parfois, vous en soyez, vous, les invités, à faire de faux procès aux animateurs qui veulent bien vous accompagner. Mais vous manquez d'un peu, parfois, de discipline. Pour nos téléspectateurs, le respect que nous leur devons par rapport au chronogramme, permettez, on peut se revoir pour notre plateau. Monsieur Antoine Aloukonou et monsieur
Monsieur Julien, c'est promis, tout dépendra de vous. Moi, je vous fausse compagnie. Sur cette citation de l'enseignant-chercheur français, spécialiste de la gestion de crise, Patrick Lagadec. Les crises de demain, dit-il, sont souvent le refus des questions d'aujourd'hui. Acceptez l'émission du jour. Ainsi, on se retrouve très bientôt. Au revoir.